Euh, Déjà, merci pour l'occasion que tu m'offres pour m'exprimer auprès de certains jeunes pour pouvoir leur expliquer en fait concrètement d'où je suis parti. J'ai commencé ma carrière au bas de l'échelle à la LONASI, à la Loterie nationale de Côte d'Ivoire en tant que territorial, en tant que euh, stagiaire d'abord à la Loterie nationale de Côte d'Ivoire parce que j'ai vendu d'abord les produits de Loterie nationale. Tout le monde connaît la LONASI, il y a des produits comme le PMU, les produits à grattage. Et j'étais l'assistant des chefs produits, notamment Julien Kouakou, qui est chez MTN aujourd'hui, et Yeo Gefala, qui est actuellement au Canada. Et avec ces personnes, j'ai beaucoup appris. C'est des gens qui sont SK. Et j'ai beaucoup appris. J'étais leur assistant. J'ai appris à me frotter aux réalités du terrain. Et en tant que marketeur de formation, la première des choses, c'était de me spécialiser dans le trade, me spécialiser dans la vente, mieux maîtriser la vente. Parce que pour moi, oui, pour tous les marketeurs, tout le monde est unanime là-dessus que la vente, en fait, c'est la finalité du travail d'un marketeur. Et tu conviens avec moi qu'on peut travailler sur tout ce qui est stratégie, tout ce qui est conception d'une marque, mais la finalité, quand on ne fait pas la vente, on n'a pas atteint les objectifs. Donc, je me suis spécialisé dans le trade. J'ai appris à me frotter aux réalités, à me frotter aux difficultés du terrain, du marché, pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Et pour rentrer dans le détail, j'ai vendu des produits de loterie. C'est pas évident de les vendre parce que c'est du rêve que tu vends aux gens. Quand tu dis à quelqu'un de jouer au PMU, parier sur un cheval qui se retrouve peut-être à des kilomètres au niveau de la France, une course où c'est pas évident qu'il soit vainqueur, le parieur, et également venir dire à quelqu'un de payer un produit de grattage et qu'il gratte et qu'il se rend compte qu'il n'a pas eu les 3 TV comme on le dit couramment, et ça devient un gros problème. Donc, c'est pas facile de vendre le rêve aux gens. Vendre les produits de loterie nationale, c'était pas évident. À la suite de ça, je me suis retrouvé à Sono Assurance pour vendre des produits d'assurance à des particuliers et également à des clients bon standing. Quand je dis des particuliers, c'est-à-dire toi, Wilfried, et ta famille, je suis un assureur, je viens vers toi, je te vends un produit d'assurance. Ça peut être un produit qui est adressé à tes enfants ou bien un produit qui est adressé à ta famille, un produit package en fait pour toute la famille. Voilà, donc l'idée, l'assurance n'est pas aussi développée en Afrique, donc c'est pas évident de vendre des produits d'assurance. Un produit d'assurance de véhicule, il est plus facile à vendre, ce qu'on appelle dans notre jargon IARD, incendie, accident et risques divers. Ça, tu peux le vendre. Tu peux dire à quelqu'un parce qu'il y a la police quand même qui a un moyen de pression si tu n'as pas d'assurance sur ton véhicule. Mais vendre une assurance vie aux gens, vu la précarité dans laquelle on vit en Afrique, c'est très difficile de dire à quelqu'un d'épargner une partie de son salaire qui pourra lui servir de couverture ou bien d'épargne supplémentaire pour des années à venir. Ce n'était pas évident. Donc, après avoir vendu le rêve, comme je disais tout à l'heure, je me suis retrouvé en train de vendre des produits d'assurance vie, ce qui n'est pas évident. Et mon troisième challenge, c'était la vente des produits pharmaceutiques. Comme je vous disais tantôt, j'ai fait des écoles de marketing après le bac. J'ai fait 8 ans d'études après le bac. Et je me retrouve en train de vendre d'abord, comme je l'ai dit, des produits de loterie. Et ensuite de ça, les produits d'assurance. Ce qui n'est pas évident, ce n'est pas des produits tangibles, les produits d'assurance. Le troisième des challenges, je me suis retrouvé dans l'industrie pharmaceutique. Euh, pour l'industrie pharmaceutique, c'est quelque chose qui est assez spécifique. Ce n'est pas les mêmes produits qu'on a l'habitude de vendre, comme dans les produits FMCG, Fast Moving Consumer Goods. Excusez pour les intervenants ou participants, il y a des termes également anglophones que je peux faire sortir. Si d'aventure vous ne les comprenez pas, vous pouvez me poser des questions ou même m'arrêter. Donc, après avoir vendu des produits pharmaceutiques, notamment Efferalgan, Fervex, Nifluril, Oracéphale et autres, qui sont des marques de l'entreprise BMS, qui est Bristol Myers Squibb, dont le siège est situé à Paris, à la ruelle Malmaison. Cette entreprise dans le pharmaceutique m'a permis de beaucoup voyager à travers des colloques, des symposiums, des forums, pour pouvoir faire des formations, pour pouvoir faire des mises à niveau, des trainings. Et c'était la troisième catégorie de produits que j'ai pu commercialiser. Et par la suite, la quatrième catégorie, c'est les produits d'Unilever Côte d'Ivoire. Unilever, c'est une référence mondiale. Je crois que c'est la deuxième entreprise agroalimentaire mondiale. Donc, je me suis retrouvé chez Unilever à vendre des marques internationales telles Lux, Rexona, Lipton et
et d'autres produits au niveau local, notamment BF, Belle Ivoire également, qui sont des marques super connues. Wilfried également, que j'ai eu l'occasion de croiser chez Unilever en commercialisant Close-Up, Signal, des marques qui étaient des marques très fortes dans le portefeuille personnel care au niveau de Unilever. Donc, j'étais en fait territory manager en son temps et le Customer Development Manager travaillait en parfaite collaboration avec le Brand Building, où Wilfried, votre serviteur ici, était l'un des concepteurs de marque. Et ça a été une expérience enrichissante, d'autant plus que avec Wilfried, c'était une nouvelle façon de voir le marketing parce que c'est quelqu'un qui alliait trade et sales en même temps. C'est quelqu'un qui avait cette capacité-là à venir discuter avec nous, nous qui sommes dans la partie Customer Development, dans la partie vente, essayer de venir comprendre nos difficultés dans la distribution des marques, dans le route to market des différentes marques, dans la gestion des distributeurs, dans, comment on appelle, la commercialisation des produits dans les différents canaux de distribution. Donc, Wilfried a été une personne exceptionnelle et son ascension ne m'étonne pas à ce jour. Et il nous a permis quand même on a travaillé en synergie totale et on a gagné en expérience également. On a eu l'occasion également de se croiser hors de la Côte d'Ivoire, notamment dans le Sahel, au Mali. Et c'est par la suite, après avoir commercialisé les produits d'Unilever, que je me retrouve maintenant chez Colgate-Palmolive, pour également commercialiser des produits FMCG, des marques très fortes. Pour information, Colgate-Palmolive, c'est l'un des pionniers, pour ne pas dire le pionnier dans l'hygiène bucco-dentaire. Donc, les dentifrices, Colgate, c'est une entreprise américaine qui commercialise des marques assez fortes. C'est un acteur international du marché. Et c'est une marque, en fait, qui est super connue, qui a une forte notoriété, qui a plus de 2 siècles d'existence depuis 1809. Donc, en tant que Business Development Manager, mon challenge, c'était d'assurer la disponibilité des marques Colgate dans tous les réseaux, grignoter des parts des marchés, se positionner comme leader dans le Sahel. Et voilà à peu près un ramassis de ce que j'ai pu faire dans la gestion des marques. Ce que je veux dire déjà pour vous rassurer, mon intervention va s'articuler plus autour de la partie trade, la partie sales, c'est-à-dire la partie vente. Dans la conception des entreprises qui sont assez développées, notamment Nestlé, Unilever, Colgate et autres, vous allez voir que le marketing est subdivisé en plusieurs compartiments. Il y a le service recherche et développement qui fait la conception sur 25 ans, 30 ans à venir sur les marques. Il y a le service brand building qui réfléchit sur les marques sur les 5 ans à venir. Wilfried est bien spécialisé dans le domaine. Il pourra mieux vous expliquer ça dans le détail. Et il y a la partie customer marketing qui est spécialisée dans la gestion de façon ponctuelle même des marques au jour le jour. Et il y a la partie customer development, la partie sales qui assure en fait la pérennité ou bien les ventes même de produits dans les différents canaux de distribution. Donc, ça prend en compte tout ce qu'on appelle route to market, tout ce qui est distribution, les KPIs de distribution, et les indicateurs de performance, en fait. Donc, voilà un peu en clair ce que j'ai pu faire. Maintenant, concernant ma carrière, mon expérience professionnelle, Wilfried, tu souhaites que je touche ce domaine-là ou bien je laisse la latitude aux gens de poser des questions? Allô? Oh, les questions seront posées à la fin. Donc, je vois que tu as vraiment déjà balayé de façon claire ton expérience. Ce que je veux te demander, c'est de toutes tes expériences, quelle est la chose que tu tires rapidement de chacune d'entre elles? Et puis, si tu peux répondre à la question suivante, laquelle t'a le plus marqué aujourd'hui, laquelle t'a donné vraiment un boom ou bien a constitué le socle de ce que tu es aujourd'hui? Ok, comme je le disais tantôt, hein, moi, j'ai toujours travaillé dans des zones assez chaudes, des zones assez difficiles. Je regarde en fait toute ma carrière professionnelle qui se résume à peu près à 12 ans de carrière. Durant ces 12 années, j'ai pu travailler dans des zones assez difficiles, notamment quand j'étais à la LONASI. L'idée, c'était d'assister d'abord mon patron pour l'implantation des nouveaux points de vente PME dans toute la zone de guerre, ce qu'on appelait la zone CNO. Donc, le challenge pour moi, c'était déjà d'aller installer des points de vente dans une zone où l'entreprise n'avait pas déployé ses points de vente pendant plus de 10 ans. C'était un gros challenge. Donc, zone de guerre. Je me retrouve chez Unilever. Après la crise post-électorale en 2011, la direction décide de m'envoyer dans la zone de Diokwema. Tout le monde sait que cette zone a connu les affres de la guerre. Ça a été difficile dans ces zones. Et le challenge pour moi, c'était d'aller relever toutes ces zones-là, c'est-à-dire la zone à partir de Guézabo, pour ceux qui connaissent bien la Côte d'Ivoire,
Gezabo, Diokwe, tout le Pleu, Blolequin, Man, Bangolo, Odiene, Quibli, Fakobli, toute la zone en fait de l'Ouest qui a connu vraiment les arbres de la guerre. Et le plus gros challenge, c'était de pouvoir repositionner la marque parce que la nature ayant horreur du vide. Qu'est-ce qui s'est passé après 10 ans de crise? Ma zone que je couvrais bordait en fait avec comme zone de frontière le Mali dans le nord, la Guinée et le Libéria. Si vous connaissez bien l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et comme la Côte d'Ivoire, les entreprises ivoiriennes n'arrivaient pas à desservir ces zones en termes de disponibilité des marques, toutes les marques de la Guinée, du Libéria et du Mali se sont retrouvées dans la zone de l'ouest de la Côte d'Ivoire après la guerre en 2011. Et le plus gros challenge pour moi, c'était d'aller d'abord de faire un census, de recruter une équipe et de pouvoir installer les gens, disons, l'équipe commerciale au niveau de la zone. Donc, je suis allé, c'était une expérience assez difficile, d'autant plus qu'on n'avait même pas droit au téléphone. Le réseau téléphonique était mauvais. L'Internet, il n'y avait même pas d'Internet dans la zone. Et je me suis retrouvé dans une ville comme moi, où je n'avais même pas d'abri moi-même. Mes collaborateurs, notamment mes implémenteurs et autres, se retrouvaient sous le même toit que moi, dans une chambre salon. Moi, en tant que responsable de toute la zone, en tant que territory manager, me retrouvais en train de dormir avec mes mêmes collaborateurs dans la même chambre et dans les mêmes appartements, parce que la guerre venait de finir. On n'avait pas d'infrastructure hôtelière et de cadre assez propice pour pouvoir en fait habiter. Et toutes les maisons étaient quasiment décoiffées. Je le dis aux jeunes qui sont connectés pour qu'ils comprennent, je suis également jeune, je n'ai pas fini ma carrière professionnelle, mais pour que les gens comprennent que rien n'est facile dans la vie. On est tous confrontés à la difficulté à un certain moment de la vie. Et se retrouver dans ce genre de zones où la vie de l'homme ne coûte rien, on peut te tuer du jour au lendemain, mais il fallait croire en Dieu et y aller et pouvoir reconstruire le business. Et Dieu merci, ça s'est très bien passé lorsqu'on est parti là-bas. On a eu la confiance de la hiérarchie d'Unilever et les gens étaient très contents des performances qu'on faisait dans la zone. Et après cette zone de guerre, encore qui était ma deuxième zone de guerre, je me retrouve encore avec un contrat d'expatriation pour aller à l'extérieur, au Mali notamment, pour gérer encore des zones de guerre. Parce que les territoires que je couvre, le Niger, le Mali, la Mauritanie, vous connaissez tous que c'est la bande sahélo-sahélienne. Et toutes ces zones-là est la zone la plus réputée en termes aujourd'hui du terrorisme et du djihadisme en fait en Afrique. L'État islamique a implanté ses bases là-bas et c'est très, très difficile d'exercer dans ces zones où tu ne sais même pas de quoi demain est fait. Donc, je me suis retrouvé dans ces zones-là. Il fallait également construire les marques de Colgate-Palmolive. C'était un gros challenge. Je me souviens bien, le premier mois où je suis arrivé en août 2015, il y a 5 ans de cela, le business était pratiquement à terre. C'était difficile. Et je me suis posé la question moi-même, pourquoi je me suis mis dans ce bourbier-là? J'étais chez Unilever, tout allait bien, tout était rose, j'avais la confiance de mes patrons. Pourquoi m'élever à aller relever des challenges? Mais il a fallu que je crois en Dieu et que j'essaie de mettre tout mon dévolu. Et la première des choses, la partie managériale seule ne suffit pas. La partie technicité, tu peux lire Kotler Dubois, tu peux lire Mercator, Stratégor, Publicitor, tous les documents qui ont attrait à te permettre de faire du bon marketing. Si tu ne maîtrises pas la réalité du terrain, c'est une situation assez difficile. Et je suis allé là-bas, j'ai appris à me frotter aux réalités maliennes qui étaient diamétralement opposées aux réalités ivoiriennes et diamétralement également opposées aux réalités ghanéennes et d'autres marchés comme le Sénégal que j'ai eu à visiter par le passé. Et l'idée dans le Sahel, c'était vraiment de construire un business, recruter une équipe, développer les équipes, mettre des plans de développement pour les équipes en termes de ressources, en termes de comment faire le chiffre d'affaires et comment monitorer tout ça, traquer tout ça, de sorte à ce que la hiérarchie qui est basée à Dakar et en Afrique du Sud puisse en fait avoir les bons éléments ou bien les bons outils d'aide à la décision pour pouvoir développer en fait les zones. En fait. Donc, si tu veux, il n'y a pas une expérience assez particulière. Je dirais qu'il y a 3 expériences particulières puisque j'ai travaillé dans des zones assez chaudes. Donc, c'était une façon de dire également à mes frères qui sont connectés que le challenge, il s'offre à nous à plusieurs niveaux. Ça peut être au niveau sécuritaire, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être en fait à tous les niveaux. Le challenge peut se présenter à nous. Mais il faut y croire, il faut aller à fond et se donner, avoir l'humilité de descendre parce qu'un manager, ce n'est pas celui qui a quand même la capacité d'être, celui qui se donne en fait le feeling d'être en haut, d'être toujours en constat et autres. Non, tu peux avoir l'humilité de porter tes baskets,
de monter dans une pick-up, faire le trade avec tes collaborateurs, leur expliquer un peu comment le terrain fonctionne, toi-même mettre la main à la pâte. C'est ce qu'on appelle un bon manager pour moi. Et d'autres peuvent avoir une autre analyse, quoi. C'est un peu ça. Donc, pour résumer, si tu permets, euh, arrivé au Mali, le challenge, c'est que les réalités diffèrent, comme je le disais. Moi qui ai travaillé dans le marché, dans d'autres marchés comme la Côte d'Ivoire, tu arrives au Mali, les réalités ce ne sont pas pareilles. D'abord, la température, qui était mon plus gros challenge, parce que tu quittes Abidjan, une zone assez tempérée, pour te retrouver dans le Mali, dans le Sahel, où la température minimum vacille entre 38 degrés et 50 degrés par moment, dans le mois d'avril. Il fallait, en fait, s'adapter, s'acclimater déjà dans un premier temps. Et dans un second temps, il fallait également s'adapter aux réalités parce que le Malien ne fonctionne pas, ou bien le Nigérien ou le Mort, chez les gens de la Mauritanie, ne fonctionnent pas comme des Ivoiriens et autres, ou bien des Ghanéens ou des Sénégalais. Donc, il fallait s'adapter, il fallait comprendre les habitudes, il fallait s'approcher parce que là-bas, c'est la proximité qui compte. Et l'humilité surtout, parce que un Malien que tu gères, il te demande par exemple de t'asseoir avec lui sur la même natte et de parler le bambara avec lui, il fallait s'adapter, pouvoir avoir cette humilité-là de pouvoir descendre en fait de ton piédestal et puis apprendre quoi. Voilà, c'est un peu ça. Donc, voilà un peu les réalités que j'ai vécues, quoi, Will. S'il y avait d'autres questions, d'autres points que tu pourrais que j'approfondisse, en fait. Allô? Super. Oui, allô? Voilà. Super. Je pense que c'est une très belle expérience que tu partages. Tu vois un peu les commentaires. Les gens sont impressionnés déjà par ton parcours, par ton ardeur au travail, de voir aussi que tu es un homme de terrain. Merci d'avoir touché les points dans chacune de tes expériences qui t'ont fait. Là, ce que je veux te demander maintenant, avant qu'il y ait des questions, avant de prendre les questions, c'est de nous partager un de tes secrets personnels. Parce que je crois que dans la carrière, derrière la carrière réussie de quelqu'un, il y a toujours un secret. Bon, moi, je partage mes secrets, j'en parle. Et aujourd'hui, on veut savoir ce que toi, Diallo, tu as eu comme secret ou tu as comme secret. Bien entendu, tout le monde s'appuie sur Dieu, tu l'as mentionné. Mais en tant qu'homme, dans l'exercice de tes fonctions, quelles sont tes valeurs, par exemple? Sur quoi tu t'appuies pour impressionner et qui t'a permis, parce que tout le monde a vu ton saut. Je suis encore avec toi à Unilever quand je quittais. Donc, passer de territory manager à country manager. Tu es vraiment humble de dire chaque fois que tu es business developer manager, mais tu sais, dans les autres entreprises, c'est le poste de country manager. Tu t'occupes d'un Absolument. territoire, tu es Absolument. responsable du PNL de ce territoire, des Absolument. ventes a priori, mais du PNL, du moral de l'équipe et tout ça. Et pour faire cette évolution dans la vente, on a reçu Abdoul ici, je crois, il y a 2 semaines. Il a parlé de son expérience. Abdoul a parlé de ce qu'il appelait l'angle mort. Toi, ton secret, c'est quoi? Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces marketeurs, ces financiers, ces businessmen qui sont là? Et puis aussi, tu fais une petite lucane parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui sont là, qui ne sont pas dans l'optique carrière, mais qui ont vu ton profil et puis qui veulent avoir un secret pour toi en distribution. Donc, on va traiter la première partie, c'est-à-dire le secret pour ceux qui veulent faire carrière. Et puis la deuxième partie, pour ceux qui sont dans la distribution, c'est quoi le secret aussi? OK. Donc, je pense qu'au niveau de... Déjà, merci Wilfried. Et il n'y a pas de potion magique spécialement comment on appelle même, pour aborder, c'est-à-dire quoi, on peut dire par exemple, Wilfried, tu es marketeur, tu n'as pas une potion magique que tu prépares à la maison, que tu concoctes à la maison le matin pour venir avec ça au bureau. C'est ton expérience, tu te frottes aux gens tous les jours. Moi, je pense que la première des choses, c'est l'humilité. L'humilité d'apprendre. Moi, j'ai eu la chance de me frotter à certains patrons qui m'ont donné, en fait, qui m'ont tout donné. Mais après, c'est ta personne, en fait, qui te permet, en fait, de pouvoir avoir ton ascension. Quand tu es, je dirais, je n'appelle pas ça une ascension, ou bien pour pouvoir te positionner. Quand tu es au milieu des gens, il faut avoir, c'est ce qu'on dit, il faut avoir l'humilité de respecter tes collaborateurs. C'est la première des choses. Je m'adresse aux chefs d'entreprise, aux gens qui apprennent, qui entreprennent. C'est pas évident de créer une entreprise, de créer une start-up aujourd'hui, la développer. Mais les ressources humaines sont capitales, en fait, pour ne pas dire sont capitaux dans, je sais pas si, voilà, sont importantes, en fait, dans la gestion, en fait, d'un business. Il faut avoir l'humilité de respecter les gens, d'avoir de la considération pour les gens. Et
moi, je suis convaincu de quelque chose. Quand tu essaies de respecter les gens, par ricochet, le retour, en fait, devient quelque chose de positif pour toi-même parce que ça te permet toi-même de te développer. En tant que manager, quand tu as des collaborateurs, tu te dis que les gens viennent d'horizons divers, de cultures diverses et d'éducations diverses. Donc, ils ne viennent pas du même moule, en fait. Donc, ils n'ont pas la même éducation, ils n'ont pas eu la chance peut-être d'avoir la même carrière professionnelle que toi. Mais c'est des gens qui peuvent te donner beaucoup. Moi, mon petit secret, comme je le dis, généralement, les gens que je recrute chez moi, je ne recrute pas généralement les... Ça ne veut pas dire que j'ai un problème avec ceux qui ont fait peut-être Harvard, Oxford, bien, Cambridge et autres, les plus grandes universités du monde. Et non. Je cherche d'abord quelqu'un qui a l'humilité d'apprendre et je cherche en fait des gens militarisés. Quand je suis arrivé au Mali, j'ai dit aux gens de me donner des gens, même si ils ont le niveau bac, envoyez-les moi comme des commerciaux. Pourquoi je les prends? Parce que je me dis que les critères en tant que pour choisir un commercial, un bon commercial, d'abord, il doit avoir une petite dose d'impolitesse. Excusez-moi du terme en griffe. Quand il dit une petite dose d'impolitesse, il doit avoir du cran. Il doit avoir du cran. Parce que si tu es un commercial que tu n'as pas du cran, tu as arrêté devant des boutiquiers qui sont de différentes nationalités, notamment en Côte d'Ivoire, par exemple, tu as des boutiquiers morts, tu as des boutiquiers sénégalais, tu as des boutiquiers maliens, tu as des boutiquiers ivoiriens. Les gens viennent de cultures diverses, donc tu dois t'adapter à chaque personne. Et quand tu as du cran, tu as cette capacité-là à vendre. Le vendeur, moi, j'ai toujours dit, c'est un super homme. Parce que donner un produit à quelqu'un et arracher l'argent dans la poche de la personne pour ramener dans ta poche, ce n'est pas évident. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc, le premier secret, c'est avoir du cran. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui est capital. C'est très important d'avoir du cran. Et dans un premier temps, c'est le respect également. Moi, j'ai quelque chose que j'aimais bien chez Unilever, où on dit small action, big impact. Tu as un collaborateur qui vient, qui sort du bureau et qui prend la peine d'éteindre la lumière en sortant du bureau. L'acte est, comme on appelle même, est anodin, mais c'est quelque chose qui est capital. Il éteint la lumière, en réalité, il est en train de participer à la rentabilité du business de l'entreprise sans que tu t'en rends compte, en fait. Parce qu'au final, c'est le bottom line qui compte de l'entreprise. Les marges, le bénéfice net de l'entreprise, c'est ce qui compte. Donc, un collaborateur qui a la conscience professionnelle d'éteindre la lumière de son bureau avant de sortir, c'est quelqu'un qu'il faut valoriser. Je prends le cas, je fais le parallèle avec les commerciaux. Tu as des commerciaux qui sont sur des tricycles, il y en a qui sont sur des véhicules, mais tu vois qu'il y a un qui est là, qui entretient très bien son véhicule. Même s'il a un chiffre d'affaires moyen, quand tu viens en réunion, tu prends l'humilité de le féliciter devant les gens. Ah, j'ai remarqué que telle personne a posé, il a l'habitude de bien utiliser son moyen, comment on appelle son outil de travail. Il gère bien son carburant, il est organisé, tout. Généralement, c'est des choses qu'on ne félicite pas en entreprise, mais ça amène les gens à pousser des ailes. Et tu demandes aux gens d'applaudir pour cette personne-là, pour l'encourager. Parce que c'est des choses qui peuvent lui permettre, en fait, demain, de faire mieux et ça peut servir, en fait, de best practice pour les autres membres de l'équipe également qui sont là. Et moi, je pense que je fais du management latéral. Le management latéral, c'est le troisième point. Latéral, d'autant plus que je ne suis pas le manager qui fait du finger pointing chaque fois. Mon collaborateur a fait ça, il faut lui taper là-dessus. Il faut toujours le taper là-dessus. Non. Je fais du management latéral, je me mets au même niveau que mes collaborateurs. J'essaie de faire le terrain avec eux. Je porte mes baskets, comme je l'ai dit, tout le temps. Je suis tout le temps sur le terrain. Et il y a une anecdote que je vais expliquer pour conclure. Quand je devais rentrer chez Unilever, c'est des gens qui sont quittés à l'extérieur pour venir faire l'entretien. Et il y a un qui m'a posé la question, est-ce que tu connais la Côte d'Ivoire? Tu as déjà roulé la voiture? Tu as déjà sorti avec un véhicule de service hors d'Abidjan? Et j'ai pris la peine de lui dire, j'ai été délégué médical, j'ai responsable pharmaceutique médical, j'ai géré toutes les villes de Côte d'Ivoire sans exception. Il dit, ah bon? Il dit, tu es sûr? Je dis oui. Et je lui ai dit non, la Côte d'Ivoire, c'est 4 axes. Le premier axe, tu as l'axe Abidjan-San Pedro. Tu pars par Gagnoa et tu reviens par la côtière, notamment Yakoli, Dabou, Sassandra, Grand Laou, comment on appelle, Dabou, et tu rentres à Abidjan. C'est-à-dire tu fais Abidjan, Doussi, Tiasalé, Tiasalé, Lakota, Divo, Gagnoa, Miagi, Soubré, San Pedro. Et ça, c'était le premier axe que je lui ai expliqué. Le monsieur m'a regardé, il était impressionné. Le deuxième axe, c'était l'axe Abidjan, Tomodi, Yamsokro, Zata, Boaflé, Gonaté, disons, Bonon, Daloa, Gezabo, Diokwe,
Biancouma, Odiéné, jusqu'à Samatigila. C'était le deuxième axe. Le troisième axe, c'est Abidjan, Yamsou, Bouaké, pardon, Abidjan, Toumoudi, Bouaké, Abidjan, Toumoudi, Yamsokro, Tchébissou, Bouaké, Bouaké, Katiola, Katiola, Niakara, Niakara, Kanawolo, Kanawolo, Korogo, Korogo, Bundiali, Bundiali, Tengrela, qui est à la frontière du Mali. Et puis le quatrième axe, c'est Abidjan, Agboville, Azopé, Azopé. Je sais tout ça pour que vous compreniez en fait. Azopé, comment on appelle, Agou, Agou, Bonawe, Bonawe, Anuasio, Anuasio, Abengourou, Abengourou, Anibile Krokun, Fao et autres. Donc quand j'ai commencé à expliquer les quatre axes, le monsieur était tellement impressionné parce qu'il s'est dit en fait, mais comment tu arrives à connaître toutes ces villes-là dans ta tête? C'est ton day-to-day et c'est ta capacité à vouloir maîtriser tout ça pour pas comprendre. Et quand je lui ai dit qu'à Abidjan, la Côte d'Ivoire, c'était 4 axes de mission, j'ai senti déjà que c'était dans la poche, en fait. Il y avait plein de personnes qui étaient en attente, mais j'ai senti que c'était dans la poche. Ce n'est pas parce que je suis un stratège ou bien un expert, mais seulement qu'il faut avoir l'amour de la chose, il faut être passionné de la chose, et il faut la connaître. C'est comme si je prends aujourd'hui le cas du Mali, le cas du Sénégal, ou bien du Niger et autres. Je peux vous citer toutes les villes également, annexes que tu peux rencontrer pour aller dans une mission. Et ça également, si tu veux aspirer à un poste de directeur commercial, de business developer ou de country manager, tu te dois de mieux maîtriser ton terrain, d'avoir l'humilité de respecter tes collaborateurs, d'avoir l'humilité du fait du management latéral avec eux pour te mettre au même niveau qu'eux, tout en leur faisant croire que même tu peux être leader et avoir l'humilité de te mettre au même niveau que les autres. C'est ce qui est super important en tant que chef d'entreprise, en tant que directeur d'entreprise, en tant que manager, c'est important d'avoir l'humilité. C'est ce que je voulais dire en fait. Voilà. Will, je ne sais pas s'il y avait un second point, comme je ne note pas sur un calepin. Allô? 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 Allô, allô, désolé, j'étais sur mute. C'est bon? Là, on m'entend? Oui, je t'entends maintenant, Wilfred. Voilà, super. Donc, je disais oui, donc ton profil sort directement de ce que tu présentes. Tu es un expert du terrain et c'est parfait. Je pense que ça inspire vraiment particulièrement ceux qui sont dans la vente. Et je vois des personnes qui posent des questions. Vous pouvez commencer à poser les questions. Il y a un élément que tu as touché et que tu as peut-être survolé. Tu as parlé de formation. Parce que Diallo, je regarde ton parcours, j'ai vu ton évolution et tu as eu la chance d'être dans des groupes où on forme les employés, où on forme. Il y a un point clair en formation. Parce que moi, j'essaye de communiquer aujourd'hui aux Africains. Parce que dans ce forum, tu verras qu'il y a des gens du Congo, il y a des gens de Paris qui sont connectés. Il y a les francophones, en fait, de partout, partout aujourd'hui. Ce que j'essaye de vendre, c'est de dire aux gens, il faut qu'on adhère à la formation, il faut qu'on se forme, il faut qu'on prenne au moins 30 minutes par jour pour apprendre quelque chose. Je te pose la question sous cette forme-là. Quelle est la dernière chose que tu as apprise qui te permet de faire la différence dans ton boulot? Ou bien, pas la dernière chose, quel est pour toi aujourd'hui, par exemple, un élément qu'un bon business developer doit connaître? Quelle est la compétence actuelle ou bien qu'est-ce qui va permettre à quelqu'un qui est dans le business development ou bien dans le marketing d'une manière générale de faire la différence? Un élément que, par exemple, tu es en train d'apprendre toi-même ou que tu as appris récemment qui t'a permis de, comment dire en anglais, de top up ta manière de travailler, en fait. Ok, je pense que, merci pour la question. La formation est capitale. Hein. J'ai eu la chance de passer dans des multinationales anglo-saxons, notamment Bristol Myers Squibb, qui est franco-américain, Unilever, qui est néerlando-anglais, et Colgate-Palmolive, qui est américain. Donc, il y a beaucoup de training dans ces entreprises, mais ça ne veut pas dire également que ceux qui n'ont pas eu la chance de faire des trainings sont lésés. Il y a beaucoup de talents aujourd'hui au niveau de l'Afrique qui donnent des formations. Wilfried, permets-moi que je te cite. Je sais ton potentiel, je sais ce que tu représentes. C'est vrai que tu es quelqu'un qui est beaucoup humble, mais je sais le poste que tu occupes et je sais stratégiquement ce que ça représente. Une chose est sûre, il faut avoir une vision transversale. Il faut avoir une petite dose de compréhension parce qu'en tant que business developer aujourd'hui, moi, je ne fais pas que la vente. Je ne fais pas que la vente aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus évalué sur les ventes. Je suis évalué également sur la rentabilité du business, ce qu'on appelle le PNL. C'est que d'autres appellent en français le compte de résultat d'une entreprise. C'est sur ça que moi, je suis évalué aujourd'hui. Donc, cette transversalité-là, c'est ce qu'on appelle cross department. Cross department, c'est quoi? Il faut avoir une petite dose de connaissance sur tout ce qui est Incoterm. Incoterm, c'est-à-dire commerce international. Puisque moi, je travaille sur des pays de l'Interland qui n'ont pas de débouchés maritimes.
Donc, si tu es un business développeur que tu ne maîtrises pas les incoterms sur les différents ports de Dakar, le port comment on appelle, de Ghana, ou le port de Lomé ou le port de Togo, qui sont des sources d'approvisionnement, c'est un premier problème parce que regarde, tu ne vas pas pouvoir maîtriser les marges puisque tu vas dépenser beaucoup d'argent pour faire venir transférer, acheminer les conteneurs sur les pays du Sahel. C'est un gros problème. Donc, il faut avoir une connaissance sur le commerce international. Il faut avoir une connaissance sur le service achat, le procurement, pour pouvoir minimiser tes coûts. Il faut avoir une connaissance en termes de marketing. C'est que marketing, les différentes étapes, brand building, construction des marques, customer marketing, gestion des clients et gestion des activités. Et le sales, la partie vente, il faut pouvoir maîtriser ça également. Maintenant, il faut également maîtriser tout ce qui est gestion des ressources humaines. Comment faire le how et le what entre tes équipes, c'est-à-dire que tes collaborateurs atteignent les objectifs, mais ils le font comment? Quels sont les différents points que tu mets en place pour pouvoir, parce que toi-même, tu dois te former et former les gens. Donc, si tu n'es pas tout le temps en perpétuelle formation, pouvoir comprendre, te rapprocher des gens comme Wilfried, qui sont des mentors qui te permettent de franchir un cap, tu auras l'impression qu'à un certain moment, tu es bloqué. Donc, comme je disais, il faut une transversalité entre une ouverture sur toutes les disciplines, tous les départements qui sont au niveau de... En tant que business développeur, moi, je travaille avec tous les gens de l'entreprise, en fait. J'interviens parce que si tu veux, tu es comme un petit, tu es comme le DG de tes pays, en fait. Donc, en tant que responsable de tes pays, tu réponds à tout. Tu réponds à tout. Rentabilité. Ce que sur la première des choses, il ne faut pas oublier, c'est la rentabilité du business. Il ne faut pas oublier. Donc, le petit secret dont tu es en train de... La particularité des choses, comme je n'aime pas trop les toucher, j'ai eu la chance de visiter 4 continents. 4 continents, le continent asiatique, le continent américain, le continent européen et le continent africain. C'est l'Océanie que je ne connais pas. Mais ce n'est pas des choses que j'ai faites de façon... L'entreprise m'a permis souvent d'y aller, mais je suis allé également volontairement pour des mises à niveau, pour des formations. Mais aujourd'hui, il y a tout ici. Tu as tout, tu peux avoir tout ici sur place. Et j'ai compris quelque chose également. La formation ne vient pas forcément de l'extérieur ou bien du blanc. Je ne suis pas raciste, comme Abdoul le disait la dernière fois. Je ne suis pas également contre les blancs. Mais aujourd'hui, il y a pas mal de cerveaux aujourd'hui, des jeunes cadres africains qui sont là, qui peuvent vous permettre de franchir un cap. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin aujourd'hui, comme je le disais, d'aller à Oxford ou bien d'aller à Harvard. Même si tu faisais Harvard et Oxford, qui sont les universités les plus prestigieuses aujourd'hui, je profite de faire pour faire un clin d'œil à Aïcha Leila, qui a été ma stagiaire, je pense, qui est en ligne actuellement, qui a été ma stagiaire au niveau du Mali, qui est aujourd'hui, qui vient d'être admise à EM Lyon. Elle a à peine 21 ans. Elle est actuellement en ligne. Donc, depuis Dakar, IAM Dakar, elle a passé le concours et elle a été admise à EM Lyon, qui est une école prestigieuse au niveau de l'Europe. Donc, je tiens à lui dire, à présenter toutes mes félicitations et lui souhaiter en tout cas bonne continuation pour la suite. Pour revenir à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, tu peux faire Oxford, Harvard et autres, et quand tu reviens en Afrique, que tu ne maîtrises pas les réalités de ton marché, tu vas te casser la figure. Et une chose est sûre, il ne faut jamais avoir de complexe par rapport à quelqu'un qui vient de l'Occident et qui a fait peut-être un diplôme qui est meilleur que le vôtre. Non. On a été en entreprise avec des gens qui ont fait peut-être des diplômes assez prestigieux, mais quand ils viennent, la réalité du terrain fait défaut. La réalité du terrain fait défaut. Donc, ce n'est pas parce qu'on est né à Bobo, ou on est né à Yopougon, ou on est né choses, comme on appelle même, je dis n'importe quoi, à Broma côté, on est peut-être, comme on appelle, mais moins nanti au niveau intellectuel que quelqu'un peut-être qui est né à Ottawa, ou bien à Montréal, ou bien à Paris, ou quelque chose. Non. Il ne faut pas être complexé. La première des choses, il ne faut pas être complexé, il faut avoir du cran. Et mettez-vous une chose dans la tête, la personne qui est en face de vous, qui est plus sachant, peut-être qui sait plus que vous, il faut que vous mettiez dans la tête que la personne n'est pas née plus intelligente que vous. Il faut avoir juste de l'audace, il faut créer plus d'exposure et ne vous cachez pas surtout. Parce que si tu veux vraiment avoir, comment on appelle, évoluer dans ta carrière, aie l'humilité de t'exposer, de te mouiller surtout. Tu peux arriver dans un forum, tu fais une présentation, tu te casses la figure, mais quand tu te casses la figure, là, tu ne vas pas retomber, baisser les bras, tu vas te construire, même dans toutes les expériences les plus désagréables possibles, on apprend toujours. Il ne faut jamais, comme je le dis tout le temps, never give up, jamais abandonner. Il faut toujours y croire, quoi, voilà. Donc, Wilfried, il n'y a pas quelque chose de potion magique, il n'y a pas quelque chose d'assez chose. C'est toute une question de feeling et de personnalité, en fait. Voilà. C'est une question de feeling. Ok, super, super. Merci beaucoup, Diallo. Je pense qu'on a des questions, on va commencer à les prendre.
ce que je voudrais retenir de ton intervention, c'est qu'il faut cultiver la connaissance. Et aujourd'hui, tu ne te fermes pas. Tu es allé au-delà de ton domaine, donc de ta zone de confort. Tu es dans la finance aujourd'hui que tu apprends à comprendre. Tu es dans les achats. Tu es dans le marketing. Et j'aime beaucoup nos discussions marketing au passage. Parce que Absolument, Diallo, c'est absolument. vrai, quand on s'est connu, il a été à la vente, mais on avait toujours de Absolument. grandes discussions sur le Absolument. C'est un débat marketing. très houleux, Et houleux. voilà, et c'était bon, justement. Et c'est bon de pouvoir, justement, regarder au-delà de votre département, là où vous Absolument. travaillez, et c'est ce qui va vous permettre Absolument. d'avoir une ascension. Parce que si Absolument. vous êtes que carré, on se dit, bon, vous n'êtes que bon pour ça. Mais parce qu'à un moment, quand on veut vous faire monter, on a besoin que vous puissiez regarder et voir de l'âge. Donc, c'est ce qu'on retient. Absolument. Il y a Wanetre qui demande si, en parlant d'adaptation, comment s'imprégner des réalités du terrain quand on part travailler dans un autre pays, dans une culture différente de la nôtre. Comment tu as Ok. réussi à t'adapter? Ok. Quelle est ton approche pour cela? Ok. Mes premiers jours dans le Sahel, par exemple, quand je suis arrivé au Niger, les gens parlent le Zerma. Il fait un clin d'œil à Abdul déjà, Abdul qui est passé la semaine dernière, qui est un aîné à moi. Euh, Au Niger, il y a deux langues importantes, il y a le Hausa et il y a le Zerma. Au Mali, tu as comment on appelle, tu as d'autres langues comme le Soninké, qu'on appelle les Maraka, là, le Soninké, comment on appelle même les Peuls. Et puis, mais la langue dominante au Mali, c'est le Bambara, c'est qu'on appelle chez nous ici le Djoula. Donc, je suis arrivé au Mali, je me suis rendu compte que mes premiers, comment on appelle, contacts avec les gens, mon français était trop, en fait, mon niveau de langue était trop soutenu. Et à chaque fois que je finissais mes meetings ou bien mes réunions avec mes collaborateurs, j'ai l'impression que les gens faisaient pratiquement le contraire de ce que j'avais dit. Ou par moments, ils étaient complexés, ils ne pouvaient pas me dire, ah, peut-être je n'ai pas compris, mais euh, mon message avait du mal à passer. Mais moi, je viens du nord de la Côte d'Ivoire. Je suis de l'extrême nord, Tingrela. Donc, je me dis que, bon, je parle Bambara très bien, et donc pourquoi ne pas adapter? Pour votre information, ça fait 5 ans que je suis dans le Sahel. Je ne parle, dans mes réunions, je parle quasiment plus le français. Généralement, d'autres pensent que c'est le manager, c'est les collaborateurs qui doivent s'adapter à leur patron. Non. Il peut arriver que le patron également s'adapte à ses collaborateurs. C'est une équipe. Tu es l'entraîneur ou bien tu es le coach. Et tu veux que les gens atteignent des objectifs. Et toi, ton message ne passe pas. Si tu n'as pas cette capacité ou bien cette humilité de t'adapter pour dire, bon, je ne veux pas parler en Bambara, mais là, tu vas te casser la figure. Maintenant, pour quelqu'un qui ne parle pas Bambara, tu peux par exemple prendre quelqu'un, peut-être un traducteur, le rapprocher de toi, ou bien toi-même faire des efforts, même dans ton français familier que tu vas utiliser, parce que tu ne vas pas utiliser un français peut-être soutenu, d'autres vont te comprendre, d'autres ne vont pas te comprendre, puisque là-bas, c'est vrai, la langue nationale, c'est le français, mais en même temps, le Bambara est très important dans le domaine commercial. Donc, moi, aujourd'hui, à Bamako, avec tous mes distributeurs, avec tous mes grossistes, tous les maillons de la chaîne, au Mali, c'est à peu près combien de 5000 points de vente à peu près qui interagissent directement dans mon réseau. Mais je parle la majeure partie du temps Bambara avec ces personnes. Quand j'arrive au Burkina, je fais l'effort de mettre quelques mots de Moré dans mon langage que j'apprends ici et là avec les uns et les autres. Au Niger également, le Zerma, dans les villes comme Maradi, Agadez, Zender, Tawa et Niamey, tout ça, toutes les zones là, c'est des zones où, en fonction des villes, le langage, disons, la langue diffère en fait. Donc, essaie quand même de tirer quelques mots, montrer aux gens que tu as cette humilité-là de t'approprier la langue en fait. Quand tu t'appropries la langue, ça crée un sentiment d'appartenance entre vous. Quand tu viens devant un gars du Niger, tu lui dis Nakwana ou bien Nahini. Nakwana, ça veut dire bonjour, Nahini, ça veut dire bonsoir. Tu lui dis ça déjà, même si tu ne continues plus en Zerma ou en Aoussa, le gars se dit au moins que tu as l'humilité de pouvoir toucher un mot de chez lui, son patois en fait. C'est comme ça au Mali également. Tu parles le Bambara, ça brise la glace en fait entre toi et le client. Et ça crée une certaine familiarité. Les pays comme le Mali, la sociabilité est beaucoup développée. Donc, si tu n'as pas ce petit tac-là de pouvoir peut-être t'adapter, après, ça devient un problème en fait. L'homme doit s'adapter à son environnement, c'est très important. C'est très important. Il y a des réalités également, après la langue, il y a des réalités également du marché. Moi, j'ai été très surpris quand je suis parti au Mali. Wilfried peut témoigner. Au départ, je pensais que on nous a dit que les pays pauvres, peut-être je dirais pas tous les pays de l'Afrique de l'Ouest sont pratiquement des pays pauvres, mais en Côte d'Ivoire, on a par exemple, je prends le close-up, si je peux publicité, je peux par exemple faire une petite publicité pour la marque.
Le Close-Up, par exemple, c'est une marque, c'est un dentifrice, c'est un gel. On l'a en petit format en Côte d'Ivoire où on le vend à 50 francs, 100 francs. Quand j'allais dans le Sahel, dans ma conception de la tête, dans ma conception, je me suis dit, attends, si en Côte d'Ivoire on parle là-bas les petits sachets, là-bas, naturellement, c'est les petits formats, il faut vendre là-bas parce que peut-être le revenu par habitant est assez faible. Mais là, je me suis fouvoyé carrément. Parce que les Maliens vivent de façon groupée. Ils vivent en famille, c'est la sociabilité. Donc là-bas, quand on veut payer un pack de mayonnaise, on ne paye pas le mayonnaise sachet, on paye plutôt le gros pot pour toute la famille. Parce qu'ils vivent en communauté. Alors qu'ici, en Côte d'Ivoire, on vit de façon nucléaire, monsieur, madame, les enfants. Donc, même quand on n'a pas les moyens, on paye le petit stick de 50 francs, 10, 100 francs, et tout le monde fonctionne avec ça. Mais contrairement à des pays comme le Mali, c'est diamétralement une autre lecture. Donc, pour quelqu'un qui va et qui ne s'intéresse pas, tu fais une mauvaise planification. Parce que tu vas demander aux usines de production, vos usines qui sont basées à l'extérieur, de faire des productions peut-être de petits formats pour faire venir dans le marché, alors que tu t'es cassé pratiquement la figure. Et ces stocks-là vont venir, il y a des risques de préemption, il y a des risques de conservation, puisque c'est des zones assez chaudes. Et tout ce qui est petits packs dans les sachets et autres, là, la chaleur fait qu'on ne peut pas les conserver sur du long terme. Donc, il y a tous ces risques-là. C'est le danger de ne pas pouvoir écouter son marché, de ne pas pouvoir comprendre, comme on appelle même, de ne pas pouvoir comprendre les réalités. Donc, au-delà de la langue, il y a également les réalités du terrain. Et ça, tu le développes en faisant beaucoup de trade visites, en faisant beaucoup de trade visites, en faisant beaucoup de proximité, de B2B avec les gens. Donc, Wilfried est la personne idéale pour pouvoir vous faire ces formations et vous expliquer également comment ça fonctionne. Donc, il faut faire beaucoup de training, beaucoup de formation. Voilà. Allô? Allô? Oui, je t'entends Voilà, plus, hein, je merci ne sais pas. beaucoup, Diallo. Oui, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Voilà, donc je pense que tu as pu répondre à la question et tu as touché des points. Donc, parlant de formation, donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos pages. Vous savez, on a mis en place un réseau africain du marketing et chaque semaine, on donne des formations littéralement gratuitement. Et comme je le dis, c'est 99% gratuit, 1% payant. Donc, merci à ceux qui ont rejoint le réseau. Ceux qui n'ont pas encore rejoint le réseau, n'hésitez pas à le faire. On a encore deux questions. On a Landry qui demande, dans le contexte sanitaire actuel, quelles sont les actions encore disponibles hors du digital? Donc, concrètement, voilà, aujourd'hui, tu dois couvrir et gérer tes opérations sur le Mali, sur le Niger. Comment tu le fais dans ce contexte-là, à part le digital? Est-ce que vous arrivez à faire des opérations en ce moment? Comment vous travaillez en ce moment? Ok. Je pense que c'est une très bonne question, d'autant plus que euh, l'avènement du Covid dans les pays d'Afrique, on n'était pas préparé en fait. Quand tu regardes des marchés très aboutis comme la France et autres, où les gens procèdent par des commandes en ligne, et la Côte d'Ivoire également qui commence à s'y mettre, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Ghana qui sont des pionniers dans tout ce qui est vente en ligne également. Dans les marchés comme le Mali, le Niger et autres, le digital n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Il est quasiment inexistant. C'est vrai que d'autres personnes également essaient de l'implémenter actuellement dans ce marché. L'avantage, c'est que le digital permet de minimiser les risques de contagion, d'autant plus que les gens sont assis chez eux, il y a des livraisons qui sont faites. Donc aujourd'hui, au niveau du Mali, du Niger, on essaie de penser à ça de plus en plus, mais on fonctionne maintenant par le système de précommande. C'est-à-dire on fait des phonings avec les équipes. Lorsque le Covid est arrivé, les gens ont mis en place des mesures assez drastiques pour empêcher les gens d'aller au contact dans les points de vente parce que ça draine assez de monde. Donc l'idée qu'on a essayé de mettre en place pour essayer de nous adapter, ne serait-ce que sur 3 mois, on a fonctionné par le système de précommande, qui est une sorte de phoning qu'on fait, parce qu'on a pris la peine de créer une base de données de tout notre réseau de distribution. On a fait un census avec les contacts, les localisations des points de vente. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend des commandes la veille. Lorsque les commandes sont prises, on les note et on rassure le client que le lendemain, il y a un camion de livraison qui passera pour faire le réassort, pour assurer la disponibilité de tous ces ces points de vente. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. L'avantage, c'est la maîtrise du temps. C'est la maîtrise également des coûts, d'autant plus que c'est le même véhicule qui va sortir pour aller faire les livraisons. Mais le désavantage, c'est que
Il peut arriver que le lendemain, la commande peut être annulée, ou bien le recouvrement peut être difficile, ou bien le boutiquier, la commande qu'il t'a donnée n'est pas forcément une commande optimale, d'autant plus que c'est pas le flux, c'est pas comment on appelle même sa commande habituelle qu'il a l'habitude de prendre, ou bien tu ne pourras pas faire un checking dans son point de vente toi-même sur place pour pouvoir mieux voir les besoins qui sont là, parce qu'un boutiquier également peut être de bonne foi, mais il peut oublier qu'il y a certains stocks. Par exemple, si tu as un portefeuille assez large, il peut mettre en avant les produits les plus connus, les produits vache à lait, et puis mettre aux oubliettes également les produits les moins connus. Donc, le digital est très important de nos jours, et on est en train d'étendre vers le digital, mais je pense que le digital, c'est un must. C'est très important. On n'a pas le choix, on va faire avec, parce que la vente à l'ancienne va commencer à disparaître au fur et à mesure. Si des pays comme les pays majeurs comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont commencé à rentrer dans la danse, je suis convaincu que le Sahel ne restera pas en marche, quoi. Le Sahel va s'y mettre également. Voilà un peu près. Si Wilfried peut ajouter quelque chose, parce qu'il est ici, connaît mieux que moi. Je ne suis pas un expert dans le domaine, quoi. Écoute, aujourd'hui la place c'est pour toi, mais peut-être pour commenter et puis pour répondre un peu à l'entrée. Je dis moi du côté du Ghana, parce que tu sais que je suis basé au Ghana. Écoute, on a démarré des activités sur le terrain. Donc, je pense que c'est pour compléter. Donc, au-delà de la vente, on a utilisé un peu les mécanismes dont il a parlé, de précommande et tout cela. Donc, ça obligeait un peu, si tu veux, forcément à une grande intégration du digital. Donc, on a eu à même, disons, on est devenu un peu plus pointu. Pour nous qui sommes dans les FMCG, on est devenu un peu plus pointu, je vais dire, dans l'utilisation de nos outils CRM qu'on a toujours eu, mais la situation oblige. Maintenant, quand tu parles d'activités consommateurs directement sur le terrain, oui, on a repris des activités. Là, par exemple, sur le Ghana, moi, je déploie une promotion nationale en ce moment. Et on fait observer en fait aux agences en fait tous les critères de trucs, comment on le dit, les mesures barrières en fait, et l'activité a son impact. Donc il y a une croissance dans mes chiffres depuis le mois de juin jusqu'en août, là j'ai presque atteint les chiffres du mois. Donc ça a son impact en fait. Donc pour dire oui le contexte, mais on prend les mesures et on essaie de s'adapter le mieux qu'on peut. Déjà sur le terrain on arrive à le faire, mais comme Diallo le disait, le digital en train de s'imposer. Voilà, vu qu'on diffuse sur plusieurs canaux, il y a des personnes qui sont sur d'autres canaux qui écrivent. Toutes les questions n'apparaissent pas ici. Je vais lire les questions qu'on a reçues sur d'autres canaux. Mais on va prendre la question de Angerman et puis je vais répondre en premier, ou bien peut-être Diallo, parce que tu as été expatrié avant moi. Et dis quel est selon vous le meilleur parcours professionnel ou l'aptitude à avoir pour obtenir une promotion pour être expatrié. Donc voilà, lui veut être expatrié comme toi et moi. Donc il demande comment on fait, c'est-à-dire représenter une multinationale dans d'autres pays de la sous-région, par exemple. Voilà, donc Diallo, tu étais expatrié avant moi. Tu as mentionné que ça fait 5 ans. Donc, tu peux répondre et puis je vais compléter. Vas-y. Ok, moi je pense que c'est vrai, on parle de facteur chance, il faut également croire en Dieu, mais il faut également se mettre dans des positions où ton travail de tous les jours, déjà, il faut le faire bien. C'est la première des choses. Et également, regarder autour de soi. Parce qu'il ne faut pas avoir trop les yeux dans le guidon. C'est-à-dire, en fait, la plupart des gens, j'ai mon poste, je vais à fond sur mon poste, mais je ne regarde pas tout ce qui est autour de moi. Ça ne veut pas dire que moi, je suis déjà à 12 ans de carrière, je suis à ma 5e boîte. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas quelqu'un de stable, mais je suis quelqu'un, la plupart de mes changements d'entreprise sont des opportunités que des patrons à moi m'offrent. Ils sont venus vers moi pour me dire, écoute, j'ai une opportunité là, viens avec moi. Donc, ça dépend de ton day-to-day avec l'agent. Mais c'est très important de développer ton réseau. Le mentoring là, que Wilfried fait, là, c'est capital. Un gars comme Wilfried, excuse-moi que je touche le point. Wilfried, tu rentres dans son réseau d'amis et que tu le suis, tu es avec lui au quotidien. Demain, s'il y a quelqu'un qui a une opportunité, je dis n'importe quoi, je ne citerai pas de nom, on parlait de certains cas, lui et moi, tout à l'heure, de jeunes talents, qu'on peut peut-être mettre en avant. Parce que n'oublions pas qu'en expatriation, on est en concurrence avec des Sénégalais, des Ghanéens. Wilfried, par exemple, occupe un poste aujourd'hui, un très bon poste aujourd'hui au niveau du Ghana, mais ce n'est pas évident, un Ghanéen pouvait occuper le poste. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est cette capacité à créer cette, comment on appelle, avoir la finesse en fait, et avoir l'humilité également de toujours postuler, d'aller au contact. Et dites-vous qu'à chaque fois que vous faites un entretien, que vous vous cassez la figure,
C'est une expérience de plus. Et n'ayez pas peur d'aller au contact. Soyez audacieux. Vous voyez un poste en expatriation, c'est au Sri Lanka, c'est aux États-Unis, c'est au Mexique, c'est partout. Postulez. Postulez. Vous ne savez pas quand est-ce que la chance va vous sourire. Il faut postuler. Et pour la meilleure manière de postuler, c'est d'être sur tous les réseaux où des gens peuvent te chercher. Sur Link, avoir un profil Link, être sur des sites comme Mentoring. Il y a pas mal de sites, en fait, Expert et autres, là, je n'ai pas tous les noms dans ma tête, mais il faut être sur tous les sites professionnels possibles. Prenez votre temps, prenez 1 heure de votre temps chaque fois, postulez, balancez vos CV partout. Wilfried peut vous donner plus de détails là-dessus. Il sait comment ça fonctionne. Maintenant, pour aller en expatriation, c'est les opportunités d'expatriation que tu regardes. Et ne néglige aucun pays. Quelqu'un peut te prendre tout à l'heure pour dire je te parachute en Guinée ou bien en Sierra Leone ou au Libéria. C'est un marché très difficile. Mais il y a des gens qui refusent d'y aller. Hein. Ça arrive aussi parce qu'ils veulent être dans leur zone de confort. Moi, quand j'allais au Mali, je me souviens que 99% des personnes à qui j'ai demandé conseil m'ont dit Joe, tu t'en fais quoi dans le désert, dans le Sahel, où il y a toujours des bombes, tout ça, là, les gens me disaient ça. Hein. Beaucoup de personnes m'ont dissuadé. Ils me disent que j'ai fait la plus grosse bêtise de ma vie. Mais je suis allé, je me suis dit que je crois en Dieu. De toute façon, moi, je n'ai jamais travaillé dans les zones faciles. Je travaille que dans les zones où il y a la guerre. Ce n'est pas parce que je me déplace à la guerre, mais peut-être que c'est ça aussi que Dieu a mis ça dans ma chance, en fait. Donc, je fais avec et puis je vais. Et puis, Dieu merci, on essaie de croire en Dieu, quoi. Et puis, voilà. C'est un peu C'est ça. super. Merci Diallo. Ok, moi pour commenter, je pense que Diallo a tout dit. Donc, en Germain, pour aller en expatriation, pour moi, il faut être bon dans ton domaine. Il faut te faire reconnaître dans ton domaine. Et je pense que le jeudi passé, j'ai fait une session sur ce que j'ai appelé personal branding. Comment tu gères ta marque personnelle. Donc, ce que Diallo est en train de te dire, il a géré sa marque personnelle vis-à-vis de ses patrons, de ses line managers. Donc, au moment de nommer quelqu'un pour un pays à l'extérieur, on dit, écoute, celui-là, par rapport à ce qu'il nous a montré, par rapport à ce qu'il peut faire, par rapport à sa manière de gérer les hommes, par rapport à sa manière de s'adapter, il a parlé tout à l'heure de l'adaptation, ils ont dit qu'il pouvait le faire. Voilà, donc, c'est un peu, c'est des paramètres, c'est ta capacité à t'adapter dans tout lieu. Et puis, c'est ce que tu auras créé comme image en termes de marque personnelle. Donc, ça, c'est très important. Voilà, on a 2 questions sur d'autres canaux. Donc, Juvenal surtout le mentoring. Le mentoring, vous savez, aujourd'hui, nous sommes tous des produits à vendre. On a des produits à vendre. Donc, si tu n'as pas un vrai réseau dans lequel tu rentres, où il y a beaucoup d'exposure, c'est que tu t'exposes beaucoup, on te voit, tu es vu positivement, hein, je ne vais pas dire négativement, tu as vu positivement, c'est que tu as beaucoup de mentors. Il ne faut pas se fier à un seul mentor. Tu as beaucoup de mentors au niveau professionnel. Tu vas voir que peut-être tu as ton patron direct au niveau de l'entreprise, mais tu as un autre manager latéral qui est là, qui n'est pas ton patron directement, mais que tu vas voir. Toutes ces personnes peuvent t'ouvrir des portes. Wilfried, par exemple, tu vas le voir, tu vas voir Diallo, tu vas voir. En fait, tu as pas mal de mentors. Et ce n'est pas forcément des mentors nationaux. Ton mentor n'est pas forcément obligé d'être un Ivoirien comme toi. Il peut être un Indien, il peut être un Américain, il peut être un Ghanéen, il peut être un Sud-Africain. C'est à toi d'aller au contact, de chercher des gens et discuter avec ces personnes. Voilà. C'est très important et je ne ferai que juste appuyer sur ce point. Voilà, donc il y a Juvenal Gueye qui demande quelle est la plus grande difficulté rencontrée dans le management de votre équipe et comment vous en êtes tiré. Okay. Je pense que c'est une très, très, très bonne question. D'abord, ce n'est pas un complexe. Je suis quelqu'un, peut-être que vous me voyez de moitié. Je suis en termes de physique, peut-être, j'ai le profil d'un Sahélien, hein, peut-être 1m84 pour vraiment. Je suis très svelte avec une petite forme, en fait. Donc, déjà, souvent, c'est difficile d'aller gérer des gens quand tu te retrouves dans un groupe d'amis, pardon, un groupe de collaborateurs où souvent le physique n'est pas un avantage pour toi, souvent, c'est difficile. Mais moi, je pense que mon premier gros challenge, quand je me retrouve au Mali, j'arrive, je rencontre des gens qui sont des vendeurs. Il y en a qui ont 18 ans d'expérience, qui sont dans la vente, ça fait 18 ans. Il y en a qui ont bientôt 20 ans d'expérience. Et tu te retrouves avec une équipe comme ça, où les gens se disent, mais lui là, qu'est-ce qu'il va venir nous apprendre de nouveau? Et quand déjà les gens sont même te chercher à l'aéroport, quand tu arrives, qu'ils ont ton nom écrit sur un bout de papier, ils ne te connaissent pas. Et qui te sort en jean basket avec un t-shirt de basketteur, façon tu sors. Ben, en fait, le gars, il y a un électrochoc à son niveau. Il s'est dit, mais attends,
c'est qui lui? C'est lui qui vient nous gérer maintenant. Tout. Donc, ta première réunion même, c'est catastrophique parce que tu n'es même pas audible, en fait. Les gens ne t'écoutent même pas. Parce qu'ils se disent que qu'est-ce que toi, tu vas venir leur apprendre? Ils ont déjà 20 ans d'expérience. Comme les gens le disent si bien, nous, on est déjà couchés, tu ne peux plus nous faire tomber. Tu peux nous faire rouler seulement, mais tu ne peux plus nous faire tomber. Dans le jargon ivoirien, en fait. Donc, tu arrives avec ce genre de personnes, tu fais du management latéral, ou soit tu décides de virer tout le monde, ce qui n'est pas évident. Tu as l'inspection du travail qui est sur ta tête. C'est pas, le bon manager, ce n'est pas celui qui vire tout le monde, c'est celui qui fait avec les gens, de façon progressive. Donc, comme tu posais la question, comment j'ai fait pour m'en sortir avec ces personnes? Il y a des personnes avec qui on fait du management latéral, il y a des personnes avec qui on fait du management frontal. Et par expérience, quand tu gères un groupe de personnes, il faut toujours chercher dans le groupe de personnes que tu cherches la tête forte et le maillon, si tu veux, le maillon faible dans ton équipe. Si tu arrives à maîtriser le leader, disons, entre griffes de ton équipe, de l'équipe dans laquelle tu travailles, et le maillon le plus faible, tu as cette capacité-là à pouvoir gérer tous ceux qui sont au milieu. Parce qu'il sera en ballottage entre le leader et le maillon le plus faible. Donc, avoir l'humilité déjà de pouvoir déceler ces personnes-là, et ça, c'est le one-on-one que tu fais avec eux, tu rencontres chacun, tu discutes, et le leader va se déceler naturellement. Et quand tu as le leader, soit tu fais une politique d'alignement avec lui, tu essaies de faire de lui ton assistant, tu ne lui montres pas que tu es venu pour utiliser la carotte, le bâton avec lui, peut-être lui faire le virer ou autre, non. Tu fais une politique d'alignement, mais tu essaies de lui montrer de façon séquentielle et de façon, comment on appelle même, sur du temps, que toi, tu peux lui apporter un plus, en fait. Que tu peux lui apporter un plus. Donc, quand je suis arrivé, naturellement, les gens étaient hermétiquement fermés parce qu'ils se disaient, attends, lui, là, il va venir nous dire quoi? C'est un enfant, il n'a même pas, il a à peine 10 ans de carrière, il vient 7 ans de carrière, lui, il va venir nous dire quoi? Nous, on est ici, ça fait 12 ans. Est-ce que j'essaie d'être terre à terre? Je ne vais pas utiliser du français, du langage soutenu, en fait. Lui, là, il va venir nous dire quoi? Il est là, à peine on a appris même qu'il n'a même pas 7 ans d'expérience. Lui, il va venir nous dire quoi? Donc, quand tu arrives là, c'est progressivement que tu leur montres vraiment que tu connais un plus. Tu fais du training, tu fais des formations, tu essaies d'innover, tu essaies d'apporter, de les assister. Et au fur et à mesure, les gens finissent par s'aligner, même s'il faut, par moment, il y en a qui sont hermétiquement fermés. En tant que manager, tu n'es pas le Saint-Père, tu n'es pas le Christ, tu n'es pas le prophète de l'islam. Donc, tu ne pourras pas changer tout le monde. Il y a des gens avec qui tu fais pour avancer. Et il y a d'autres manières également de faire. Qu'est-ce que moi je fais? Sous chaque responsable, j'ai essayé de mettre des assistants assez forts. C'est-à-dire quoi? Tu as une équipe et tu sais qu'il y a chaque responsable d'équipe. Tu essaies de développer les jeunes qui sont sous eux pour essayer de briser en fait le leadership de ces personnes-là. Ce n'est pas mauvais en soi parce que un manager doit travailler de sorte à ce qu'à tout moment, tu peux perdre un collaborateur. Et quand tu perds un collaborateur, il faut qu'il y ait l'effet piston en bas. Il faut qu'il y ait celui qui est sous lui, quelqu'un puisse le remplacer naturellement pour ne pas que ça déstabilise toute la vente. Donc moi, sous mes collaborateurs, qu'est-ce que j'ai fait? Ceux qui étaient déjà matures, j'ai essayé de maintenir, de faire la politique d'alignement avec eux et développer ceux qui sont sous eux, mettre sous chacun d'eux des assistants assez strong qui étaient entre griffes peut-être des menaces pour eux, en même temps des gens susceptibles de les remplacer à tout moment. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà à peu près ce que j'ai fait, quoi. Écoute, Diallo, c'est une superbe réponse. Je dis, tu as donné une technique qui est forte. Tu as dit, maîtrise le maillon fort, maîtrise le maillon faible. Tous ceux qui sont au milieu, tu peux les gérer. Écoute, je suis franc avec toi. Je n'ai jamais entendu ça de la part d'un manager. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire que tu viens de partager. Merci. Et je pense que ceux qui sont là, ils apprennent quelque chose également. Voilà, merci en tout cas pour ton partage. Voilà, normalement, le direct se termine à 19h. On est 19h03 minutes. On va prendre 7 minutes pour répondre parce qu'il y a des questions qui viennent, pour répondre aux dernières questions. Je sais que certains sont déjà devant le match. Peut-être que vous avez mis la télé en silence. Vous pouvez regarder le match et puis écouter ici le son et puis rejoindre le match après. Mais je pense que ce que nous apprenons est très utile. On a parlé de formation, on a parlé de mentoring. Je vois quelqu'un qui dit qu'à partir de ce jour-là, toi et moi, nous devenons ses mentors. D'accord, donc il va tomber dans notre inbox après. Wow, il y a beaucoup de questions. Je vais essayer de les prendre. Il y a quelqu'un qui demande, il a dû rater le début, il demande quel a été ton premier poste. Donc, si tu peux rapidement revenir là-dessus, mais vraiment rapidement. Et puis, il demande, pour nous qui sommes encore sur les bancs, quel conseil il peut nous donner. Bon, là, OK. Donc, vas-y très rapidement. Moi, je pense que pour aller très rapidement en une minute, là,
Comme je le disais tantôt, j'ai une formation de marketeur et j'ai fait les ressources humaines, comme on appelle, mais les sciences humaines également, parce que les sciences humaines nous permettent de mieux comprendre le marketing. Et j'ai fait 8 ans d'études après le bac et j'ai commencé par la LONASI. Après la LONASI, je suis allé où je vendais les produits de loterie. Après, je suis allé commercialiser les produits d'assurance au niveau des Suno Assurance. Après, je suis allé dans les produits pharmaceutiques pour vendre des produits dans tout ce qui est pharmacie, Fralgan, Fervex, Nifluril. En fait, il y a pas mal de panoplie de produits que j'ai, Dristopène et autres, que j'ai commercialisé également. Et j'ai commercialisé également les produits comme on a du Unilever, FMCG, notamment Lux, Fanico, Rexona, Bellivoire, Lipton, tout. Ici, également chez Colgate pour commercialiser Protex, Pharmapus, Soupline, Colgate, tout. En fait, j'ai pas mal de produits que j'ai commercialisés. J'ai commencé au bas de l'échelle. Donc, pour vous rassurer, j'ai commencé avec un salaire. J'étais en stage à la LUNASI, c'était autour de 50 000 francs que j'avais comme prime de stage. Donc, toi qui es sur les bancs, tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, un détail très important que je tenais à vous dire, je dis toujours à mes étudiants, des stagiaires que je reçois, mettez-vous dans la tête une chose, je ne suis pas en train de mettre en mal les autres postes, mais si on doit recruter 100 personnes pour une entreprise qui est naissante, dites-vous que la partie marketing et vente va prendre au moins 60 personnes. Donc, quand vous êtes en train de vous orienter, vous qui êtes dans le truc, n'oubliez pas les débouchés également. Parce qu'il ne sert à rien d'aller faire des postes après également, venir augmenter le nombre de chômeurs. Allez vers les domaines où vous savez qu'il y a l'opportunité. Donc, pour 100 personnes qu'on veut recruter, généralement, la direction commerciale et marketing a au moins une soixantaine de personnes. Et pour votre information, quand une entreprise, Wilfried peut me corriger, veut mettre la clé sous le paillasson, c'est la direction marketing et commerciale qui est la dernière à fermer les portes parce qu'elle doit pouvoir payer les factures jusqu'à ce que tout le monde parte. Donc, n'oubliez pas ce détail. C'est un message que je voulais vous donner. C'est confirmé, c'est une vérité vraie partout dans le monde. On a une question de Armel Koulibaly qui demande commercial ayant un portefeuille client ou commercial débutant, quel est le profil idéal pour une PME de 5 ans? Je n'ai pas bien compris la question. OK, donc je suppose qu'il est dans une PME ou bien ils veulent recruter quelqu'un pour une PME qui existe depuis 5 années. Donc, ils demandent s'ils doivent recruter un commercial qui a un portefeuille client déjà, donc il y a des relations, ou bien est-ce qu'il faut qu'il recrute un commercial débutant? Débutant? Il y a deux options. Tu peux recruter quelqu'un qui est déjà dans le domaine. Quand tu sais, si tu ne peux pas faire d'efforts, en fait, c'est de vases communicants. Soit tu recrutes quelqu'un qui est expérimenté, qui a un portefeuille client, qui peut positionner ta marque très rapidement, puisque tu es une PME, tu te positionnes rapidement, mais peut-être tu vas payer le prix fort ou tu décides de prendre des jeunes que toi-même tu essaies de développer, tu essaies de lui inculquer l'esprit de l'entreprise, de la PME, et puis tu développes. Et ça va prendre peut-être plus de temps. Parce qu'un jeune a besoin d'au moins de 6 mois pour pouvoir maîtriser un réseau commercial, créer les affinités avec les gens et déclencher des commandes. Il y en a qui peuvent aller plus vite que ça, mais en moyenne, un bon commercial a besoin d'entre 3 et 6 mois pour pouvoir mieux maîtriser son réseau. D'autres même vont jusqu'à 1 an pour créer beaucoup plus d'affinités avec les gens. Et c'est les affinités qui peuvent faire la différence en termes du choix des produits parce que tu as des concurrents également. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à prendre une marque au détriment parce que vous avez la même marque, vous faites les mêmes choses, je dis n'importe quoi, Signal, Fluocaril, Colgate et tout ce qui est hygiène bucco-dentaire. Qu'est-ce qui va pousser l'autre à prendre toi ta marque au détriment des choses? C'est la différence. C'est vrai, il y a le package commercial que tu offres, les promos et autres que tu offres, il y a le prix également que tu offres, mais en même temps, il y a le relationship également qui est capital. Voilà quoi. Donc ça dépend. Tu peux prendre un expérimenté comme voilà. Super. Il y a une question là, c'est pour moi, comment intégrer le réseau africain de marketing? Tu regardes sur ma page Facebook, Wilfried Clément, expert marketing, stratégie digitale. Tu cherches le post qui parle du réseau, tu cliques sur le lien et puis tu suis la démarche. OK, on a une autre question ici qui dit, en tant qu'expatrié, comment sensibilisez-vous vos collaborateurs sur des us et coutumes qui peuvent impacter négativement l'entreprise? Ça, c'est une très bonne question de culture d'entreprise, ouais. Je n'ai pas bien compris, ça s'entrecoupait, je pense. En fait, il demande, par exemple, quand tu es arrivé au Mali ou au Niger, comment tu as sensibilisé tes collaborateurs, peut-être sur des coutumes qu'ils ont là-bas au Niger, mais qui peuvent être négatives pour l'entreprise. Est-ce que tu as été confronté à ce cas-là? C'est le quotidien, c'est ce quotidien. Par exemple, quand je suis arrivé, j'étais très surpris
dans un pays dont je vais taire le nom. Les gens m'ont posé la question. J'ai demandé aux gens, OK, vous pointez tous à 7h45, je débute ma réunion à 8h. Il y a quelqu'un qui m'a dit comme ça, mais chez nous, ici, là, culturellement, nous, on prend le petit déjeuner. Vous, les Ivoiriens, il paraît que vous ne prenez pas le petit déjeuner. J'ai dit quoi? Le petit déjeuner, moi, c'est quelque chose qui ne fait plus partie de mon vocabulaire depuis belle lurette. Hein. Pourquoi il faut que moi j'attende? Il dit non, nous, on prend le petit déjeuner d'abord. Donc, quand on vient au bureau, de 8h à 9h, c'est fait pour pouvoir nous installer, prendre notre petit déjeuner. Ça, c'est des rites, c'est des coutumes chez eux. Donc, c'est quelque chose que tu ne peux pas changer. Et après, souvent, tu es obligé de t'adapter ou bien souvent, tu es obligé de trouver le juste milieu pour ne pas frustrer les gens parce que c'est quelque chose qui existe chez eux. Pour leur dire, bon, OK, je fais une dérogation spéciale, je commence à 8h30. Tout est une question d'adaptation et de négociation que tu fais. Sinon, après, ça devient très compliqué à gérer. C'est le pays où la sociabilité est souvent développée, où la vie sociale est capitale. Par exemple, on dit qu'il y a eu un décès où on peut dire qu'on n'a pas besoin peut-être de toute l'entreprise là-bas. Dans certains pays, par exemple, on estime que 80% du personnel doit s'y rendre. Mais c'est un casse-tête pour toi. Toi, tu as des reporting à faire, tu as pas mal de choses à présenter à tes patrons, tu as des ventes à assurer, tu as pas mal de choses, mais tu te retrouves confronté à ce genre de situation. C'est des négociations pour éviter de... Parce que le danger, si tu le fais de façon drastique, tu peux perdre les gens pour toujours. Et les gens vont trouver que tu es inhumain. Et si tu es inhumain, la relation va se limiter qu'au professionnel et après, ça devient difficile. Alors que dans notre travail de tous les jours, en tant que manager, en tant que responsable d'équipe, on se doit quand même de voir aussi le volet social. Parce que plus tu fais du social avec tes collaborateurs, et ça fait que les gens souvent sont obligés de... Les gens vont s'arracher les cheveux pour t'assurer tes chiffres, en fait. Donc, tout se gère au feeling, en fait. Tout se gère au feeling. Voilà, quoi. Ok, super. Merci Diallo. On va prendre les dernières questions. Déjà, tu as les salutations de Rebecca Nango Chikaya qui suit le live. Rebecca. Après, tu as Thibault qui te dit belle catholique. Et le Rubec. Et puis, il y a celui qui avait posé la question tout à l'heure sur la gestion des équipes qui dit c'est parfait pour la réponse. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est les principales questions sur l'autre canal. J'essaie de suivre différents canaux pour récupérer toutes les questions. Il y a une question qui est revenue, mais je pense qu'on a déjà répondu. Comment arrivez-vous à tirer le maximum de votre équipe? Voilà, il est 19h11. Je pense qu'on va terminer. Donc, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser les questions en dessous, à l'écrit ou bien en inbox. Et puis, je me ferai l'effort de les partager avec le mentor Diallo pour qu'il nous donne des réponses. Super Diallo, mentor, aussi ton assistant, Wilfried. C'est pour nous, c'est l'occasion de te dire merci. On va prendre un mot, ton dernier mot, si tu as quelque chose à dire. Tu as donné des messages très forts. Et comme je t'ai dit, on apprend de tout le monde. Et ce soir, moi, j'ai appris quelque chose de très important de toi. Il faut maîtriser le maillon faible, il faut maîtriser le maillon fort. Une fois que tu maîtrises les deux, tout au milieu, on peut le faire. Et ça, pour moi, c'est parfait. Après, il y a pas mal de gens qui disent qu'ils ont appris ce soir de toi. Et c'est l'intérêt. Et je veux rappeler à juste titre, le réseau africain du marketing, aujourd'hui, on est près de 400 membres. Et c'est réservé aux professionnels du marketing. On a des directeurs marketing, des directeurs commerciaux, on a des directeurs généraux, on a des PDG, on a des fondateurs d'entreprises qui sont dans ce réseau. Absolument. Ce qu'on fait, c'est de partager, c'est un éveil de conscience par l'éducation, par la formation pointue en marketing, mais aussi par le partage d'expérience. Tous les lundis, on fait ce qu'on appelle l'inspiration de la semaine. Les mercredis, en fonction des cas qu'on reçoit, ce n'est pas tous les mercredis qu'on reçoit, on a ce qu'on appelle SOS Expert. Donc, si vous avez des problèmes d'entreprise, vous nous soumettez en inbox et puis les experts vous donnent des solutions gratuitement. Les jeudis, on a jeudi du marketing et puis les dimanches, maintenant, comme vous le voyez, on a le chat avec l'expert où on découvre un expert qui partage son expérience. Et si vous partez dans le monde anglophone, ce sont des choses qui sont très bien faites parce que c'est comme ça que justement ces pays ou ces nations-là se développent. C'est par l'intelligence, c'est par la connaissance. Et Diallo le disait, l'intelligence africaine, elle est énorme. On a des gros cadres. Est-ce qu'on peut se partager entre nous? Ça vaut plus qu'un MBA à Harvard, à Wharton. Après, vous pouvez toujours aller faire les MBA si les moyens ou bien les bourses vous le permettent. Mais si vous n'avez pas les moyens, écoutez, suivez-nous sur cette page-là, Wilfried Clément, expert en marketing, stratégie et digital. On va parler de tout ce qui est lié au management, du leadership, de l'entrepreneuriat. Et puis, on a tous ces experts partenaires avec qui nous sommes, ce que vous avez appelé le groupe de mentors avec lesquels on va travailler. Donc, Diallo, on va prendre ton dernier mot et puis on va se séparer. En tout cas, je tiens à remercier tout le monde pour l'occasion que vous m'avez offert pour me permettre de m'exprimer devant des frères, devant des amis.
Je tiens à dire en tout cas merci à tout le monde. Wilfried, je te dis particulièrement merci. On se connaît personnellement. Tu es quelqu'un qui est rempli de potentiel, mais qui est plein de potentiel, mais qui a une grande dose d'humilité. Et c'est quelque chose qui est assez, assez rare de nos jours parce que les gens commencent à avoir la grosse tête quand ils commencent à franchir les échelons ou bien atteindre un certain calibre. Et toi, quand même, tu as su garder la tête sur les épaules et vraiment, je tiens à te féliciter devant tous tes collaborateurs et participants qui animent le forum tout le temps. Je reste disponible. Je remercie tous les frères et amis. Je ne suis pas aussi un habitué du net comme Wilfried. Je ne suis pas aussi éloquent comme lui. Donc, excusez mes manquements, mes dérapages. Ce n'est pas volontaire. Une chose est sûre, je vous ai parlé avec le cœur. Je vous ai dit ce que je pense concrètement. Je vous ai dit ce que je ressens, comment je fonctionne. Et puis, j'apprends également de vous. Vos questions étaient des questions assez pertinentes. Et puis, une chose est sûre, n'abandonnez jamais. Et puis, croyez en vous. Ne pensez jamais que l'autre est meilleur que vous, jamais. Chacun a sa place sur terre. Dieu a un plan pour tout le monde. Et puis, à bientôt, quoi. Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Allô? J'ai un petit problème technique. C'est ce que j'ai constaté. Ça va? Tu me reçois? Ça va. Ok, super. Donc, j'ai eu juste un petit problème technique que je suis en train de régler. Je pense que c'est bon. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui ont fait l'effort d'être là. Je suis en train de mettre l'adresse de Diallo parce que tout le monde demande où est-ce qu'ils peuvent suivre Diallo. Donc, je mets son LinkedIn. Si vous lui on demande d'amis. Diallo, tu es très actif sur LinkedIn, j'espère. Oui, oui, je suis très actif dessus. Donc, tous ceux qui vont aller sur ce lien-là, je l'ai mis dans la conversation. Vous cliquez, vous lui envoyez une demande d'amis ou bien, comme on dit, demande de relation. Voilà. Et puis, vous pourrez le prendre en inbox. Après, en fonction de la discussion, il pourra vous donner son WhatsApp ou bien son numéro de téléphone. Il est très ouvert. Et ton Facebook, c'est quoi? Cheikh Boubacar Diallo. Je vais l'envoyer. Tu es ami avec moi, tu as mon Facebook. D'accord, ok. Donc, je vais le coller après dans la discussion pour ceux qui veulent contacter Diallo directement. Voilà, vous pourrez le contacter. Quant à nous, on continue ce qu'on a commencé. Donc, comme vous le savez, tous les dimanches, on aura un expert. Écoutez, ça nous fait 52 experts dans l'année et on est 400 dans le groupe. Donc, vous avez beaucoup d'experts. Le dimanche prochain, normalement, on devrait être avec le country manager de Promasidor pour le Burkina Faso. Non, pardon, country manager de Friesland Foods pour le Burkina. Voilà, donc c'est Bourema Maïga. Après ça, on aura une grande dame on va toucher du Mali maintenant. Donc, si vous remarquez, ce n'est pas un truc pour les Ivoiriens ou que pour les Ivoiriens, c'est un truc panafricain. C'est un truc pour tous les francophones. Donc, invitez les gens à participer. Ceux qui ont manqué le rendez-vous, partagez-les le lien, particulièrement le lien YouTube qui est toujours disponible. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes en train de regarder ou à la page Facebook. Et puis, pour ceux qui ne sont pas encore dans le réseau africain du marketing, intégrez le réseau. Maintenant, pour ceux qui sont étudiants, il y a un groupe pour les étudiants qui s'appelle le Grand Amphi du marketing. Et on est en train de créer une entreprise collective, coopérative ensemble. Donc, il faut rejoindre. Voilà, donc pour terminer ce moment, c'était de vous dire merci. On sera là cette semaine. Donc, demain, on aura l'inspiration de la semaine. Le jeudi, on aura ce jeudi. Est-ce qu'on a jeudi du marketing? Oui, on a jeudi du marketing. A priori, si je ne me trompe pas de date. Non, c'est dans 2 semaines, pardon. Et puis le dimanche, voilà, on aura le rendez-vous avec l'expert. Dans tous les cas, si vous êtes sur ma page, vous savez qu'il y a toujours quelque chose à voir, toujours quelque chose à partager, toujours quelque chose à apprendre. Et on est engagé là-dedans, on n'est pas seul. Je remercie toute l'équipe qui est avec moi. J'ai une équipe de 15 personnes au niveau du réseau africain de marketing. Je remercie aussi tous les ambassadeurs africains du marketing, comme je les appelle, qui m'aident en fait pour gérer la section étudiants. Donc là, je crois qu'on est 8. Il y a 8 personnes qui bossent avec moi. Donc ça fait 23 personnes en plus moi, on est une équipe de 24. Et puis on est engagé pour le partage des connaissances en Afrique. Essayez de nous encourager, essayez de nous suivre, essayez de partager tout ce qu'on fait. Et puis on va y arriver. On va y arriver en Afrique francophone. Et très bientôt, on a déjà commencé, mais on va aller plus fort sur le secteur anglophone. Donc ne soyez pas surpris d'avoir des anglophones ici. Landry, merci à toi de nous suivre chaque fois depuis Paris.
Et puis, au-delà de nous suivre, tu es un de mes très bons clients, il faut le dire aussi. Tu es les 1% payant, tu participes beaucoup. Merci pour ta contribution parce que tout ce que tu apportes nous aide à faire toutes ces choses-là. Merci à tous ceux qui remercient. En tout cas, Diallo, tu as beaucoup de remerciements. Beaucoup de gens estiment avoir appris énormément ce soir de ton exposé. Et écoute, on est vraiment fiers de voir que l'Afrique a des fils qui commencent très bas, qui se forment, qui évoluent. Écoute, je te dis, toi et moi, chaque fois qu'on discute, on sait d'où on vient, on sait ce qu'on a traversé. Voilà. Absolument. Et justement, pour ça, on n'a pas besoin d'avoir la grosse tête. On a juste besoin de partager à nos frères pour qu'aussi ces frères-là puissent avancer, réussir. Donc, il y a eu des questions pour certains qui demandent comment faire pour devenir expatrié et tout cela. On a essayé d'apporter les meilleures réponses qu'on pouvait. On vous encourage clairement à suivre ces conseils. Soyez excellents dans ce que vous faites. Et justement, on a cette page-là. On a ces différentes choses pour vous aider à être excellent dans votre domaine d'activité, pour vous aider à satisfaire vos entreprises, mais bien entendu pour vous aider vous-même, si vous voulez entreprendre dans vos business personnels, à encore exceller. Voilà, je viens d'envoyer le Facebook de Monsieur Diallo, Cheikh. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus. Et puis, voilà, lui envoie une demande d'amis aussi sur Facebook. Allez en inbox, il est très ouvert. Et puis, voilà, vous avez 400 mentors potentiels dans le réseau africain du marketing si vous nous suivez. Je vous remercie. Diallo, un mot pour dire au revoir. Ou c'est juste au revoir? Je pense que bye bye. Ok, bye bye. Allez, merci beaucoup. Et puis à dimanche prochain pour la tribune chat avec l'Esther, avec le directeur de Friesland pour la partie Sahel. Et puis dans 2 semaines avec une grande dame du Mali également. Allez, merci. Au revoir. Bye bye.